À l'entrée du site, un simple panneau indique qu'ici on produit des médicaments de thérapie innovante. En clair, la médecine de demain, la thérapie génique pour combattre des maladies incurables. L'établissement public est géré par l'INSERM, le CHU de Nantes et l'établissement français du sang. C'est une mission qui est à côté de la transfusion sanguine, mais qui est très en relation avec la transfusion sanguine, parce que, in fine, ce sont bien des cellules du sang que nous utilisons pour traiter des patients. L'un des objectifs d'Atlantic Bio-GMP est de prendre le protocole au niveau recherche pour l'amener au niveau clinique, pour permettre l'injection de ces cellules à des patients et donc faire progresser ainsi les traitements possibles pour ces patients. Et depuis peu, cet établissement bénéficie d'une extension de 800 mètres carrés flambant neufs, de nouveaux espaces pour faire avancer la recherche et le traitement de maladies comme l'infarctus du myocarde et certains cancers du sang, leucémie, lymphome ou myélome. Cette nouvelle salle de cryogénie est au cœur de leur développement. Nous avions antérieurement une salle de cryogénie qui était sous-dimensionnée par rapport à notre activité. Et aujourd'hui, nous avons une salle qui va nous permettre non seulement de stocker et de conserver dans de bonnes conditions tous les greffons, tous les médicaments de thérapie cellulaire que nous avons, et qui va nous permettre également une expansion de notre activité. Ouvert en 2009, Atlantic Bio-GMP emploie aujourd'hui 30 salariés. Leur travail permet de proposer des greffes à plus de 300 malades chaque année. Bien malin qui saura dire avant l'heure ce qui se cache dans leur rapport, ce qu'ils auront retenu de ces 6 mois de médiation. Si certaines expertises révélées ce lundi soir semblent peser en faveur du transfert, notamment pour des questions de coût, les opposants ne cachent pas leur sentiment d'avoir été entendus, en particulier sur les possibilités d'aménagement de l'aéroport actuel. Ce nouveau gouvernement, en nommant les médiateurs, permet enfin de rouvrir le dossier et de regarder les choses au fond. C'est très important et c'était pour nous une grosse satisfaction. Il n'empêche que, évidemment, ça n'est pas gagné du tout. Et moi, bien qu'ayant travaillé pendant 6 mois pour cette mission de médiation, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le rapport. Au cours de ces 6 mois de consultation, les médiateurs ont notamment constaté les survols des avions au-dessus de Saint-Aignan de Grandlieu. Le maire les a rencontrés à 3 reprises et il espère les avoir convaincus de la nécessité de transférer l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il faut bien comprendre qu'à Saint-Aignan-de-Grandlieu, comme au Coué, on n'a pas de plan B. Ou le transfert est opéré et la ville de Saint-Aignan continuera à vivre, ou le transfert ne l'est pas, et ça sera la mort de la commune. C'est ce que je dis depuis des mois, pour ne pas dire des années. Peu souvent entendu. Je pense qu'ils ont entendu, les médiateurs. Quoi qu'il en soit, les médiateurs l'ont suffisamment répété, la décision sera politique. Le Premier ministre, Édouard Philippe, recevra officiellement le rapport ce mercredi à 13h30. Et c'est bien lui qui devra décider de l'avenir de ce projet avant Noël. Notre volonté, c'est d'abord de rassembler le plus grand nombre possible de citoyens et de citoyennes autour de l'appel « Travaillons ensemble » et puis d'avoir des réunions permanentes, régulières, pourquoi pas mensuelles par exemple, qui nous permettent de confronter à chaque moment nos points de vue, d'aider et de participer à des mobilisations sociales et puis d'organiser aussi des débats publics. Voilà comment nous allons essayer, notamment en 2018 où il n'y a pas d'élection, de travailler à la reconstruction de ce projet de gauche qui est absolument indispensable pour répondre aux défis qui sont les défis sociaux et écologiques de notre temps. Une toiture neuve, fini les fuites. La tempête de grêle de mai 2016 n'est plus qu'un mauvais souvenir à la Maison des Solidarités de Saint-Nazaire. Et pour le Secours populaire, les ventes à bon marché de vêtements, de jouets et d'objets de décoration aux populations démunies peuvent reprendre. Alors nous, c'est le renouveau et là, on redémarre normalement à partir de cette semaine. Hein. Donc pour nous, c'est plutôt bien. Oh, mais c'est en bon état. Hein. Ah mais t'as même des bleus là. Les semaines sans activité ont coûté 31 000 € au Secours populaire et pour se refaire et notamment maintenir ses emplois salariés, l'association caritative table sur la vente de vêtements. Si on peut avoir plus de dons de la part des particuliers, on est partie prenante. Hein. Dans les mêmes locaux, la banque alimentaire a elle aussi pu relancer les distributions à un rythme normal. On est de nouveau opérationnel à 100%. Les assos sont satisfaites parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'avant, il fallait qu'elles attendent. On avait un truc de froid dehors, donc c'était
un petit peu difficile. Ça change qu'on a beaucoup plus de choix maintenant, on a beaucoup plus de choix, on est moins restreint, on peut stocker beaucoup plus. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils ont un choix qui est multiplié pratiquement par 2. À Saint-Nazaire et ses environs, la Banque alimentaire fournit près d'une trentaine d'associations. Entre 3 000 et 5 000 personnes bénéficient de cette aide. La Poste, elle veut s'aligner, comme je vous le disais, sur les multinationales, c'est-à-dire faire travailler les gens le matin, le midi, le soir et même le dimanche matin. On a des droits pour ça, on n'est pas obligé de refuser, on n'est pas obligé d'accepter ce modèle où on doit tout le temps flexibiliser le travail. Nous, on demande que si les clients, comme on nous le dit, veulent que leur colis soit distribué le soir, eh bien qu'il y ait des positions qui soient créées pour le soir, mais pas qu'on allonge indéfiniment la tournée des facteurs. Bien sûr, il y a des gens que ça pourrait intéresser. Il y a des horaires qui peuvent intéresser des gens, des facteurs, mais là, il n'y a pas de concertation, c'est-à-dire que tout est imposé. C'est le gros problème, c'est pour ça qu'on est en grève. En plus, la seule réponse en général qu'apporte la Poste quand il y a des problèmes dans un bureau, ce sont des sanctions. Aucune solution parfaite. C'est sur ces mots que les médiateurs ont présenté leurs conclusions ce mercredi. Des analyses qui, même si elles ne tranchent pas, permettent quand même d'y voir un peu plus clair. Le coût d'abord. Il est estimé entre 365 et 460 millions d'euros pour le réaménagement de Nantes Atlantique, contre 730 millions d'euros pour une construction à Notre-Dame-des-Landes, ce qui fait une différence du coût total de 250 à 350 millions d'euros. Mais attention, ces données ne prennent ni en compte une éventuelle indemnité versée à Vinci, ni le coût d'une évacuation de la ZAD. Concernant l'empreinte carbone, le rapport des médiateurs indique que les émissions de CO2 sont de 12% supérieures dans l'option d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, la médiation a également analysé les nuisances sonores en cas de maintien de l'aéroport à Nantes Atlantique. Les médiateurs estiment que le plan de gêne sonore et le plan d'exposition au bruit devront être révisés de manière urgente. Pour autant, le bruit n'est pas un facteur de limitation de l'urbanisme autour de cette zone, comme certains élus l'affirmaient. À noter aussi que, selon le rapport, si l'option Nantes Atlantique est choisie, le trafic de l'aéroport n'aura pas d'impact significatif sur les populations d'oiseaux du lac de Grandlieu, zone classée Natura 2000. Enfin, quelle que soit l'option choisie, les médiateurs préconisent un retour à l'état de droit et l'évacuation de la ZAD. Le Premier ministre a annoncé ce mercredi que la décision du gouvernement sera prise au plus tard fin janvier. Les opposants au projet d'aéroport avaient du mal à dissimuler une certaine satisfaction après la publication de ce rapport. Une remise à plat du dossier est salutaire pour la CIPA. José Bové se réjouit de son côté de constater que l'alternative Nantes Atlantique est publiquement évoquée. Le rapport nous invite à réfléchir sur un choix qui se formaliserait plutôt de la façon suivante: Notre-Dame-des-Landes ou un réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. J'attire l'attention sur le fait que cette décision sera claire, qu'elle sera assumée par le gouvernement, et d'autre part, de garantir un retour à la normale, notamment s'agissant des questions relatives à l'ordre public. 300 militants de l'association des Ailes pour l'Ouest avaient fait le déplacement à Paris ce mercredi, accompagnés d'élus locaux. Les pro-aéroports demandent à ce que l'État et le président de la République fassent respecter leur autorité. Je dis qu'il ne faut pas qu'il se base du tout sur ce rapport. Malgré les apparences de ce rapport, il n'y a pas d'alternative à Notre-Dame-des-Landes et que la solution de conforter l'aéroport sur le site actuel, c'est une impasse. C'est d'abord une impasse pour le développement, mais c'est surtout une impasse pour les 70 000 habitants qui sont chaque jour survolés à basse altitude, les collèges, les enfants. Tous disent attendre sereinement la décision d'Emmanuel Macron avant d'éventuellement poursuivre leur mobilisation. C'est autour d'une vidéo enregistrée par des militants CGT pendant l'interpellation qu'ont tourné les débats durant l'audience. Quand les policiers sont venus interpeller un syndicaliste, une de ses collègues a filmé la scène. Et c'est sur les conseils de leur avocat que ces images ont été visionnées par le tribunal. La diffusion de la vidéo, elle tendait à démontrer une violence importante au stade de l'interpellation qui n'est absolument pas légitime, et elle tendait à démontrer des décalages importants entre les descriptions des policiers sur procès-verbaux et la réalité sur le terrain, la réalité sur la vidéo. Et à partir de là, à notre sens, il y avait un doute suffisant pour relaxer les prévenus.
Une stratégie à double tranchant puisque durant l'audience, l'avocate des policiers et le procureur ont eux aussi lu à leur manière ces quelques secondes de vidéo enregistrées à la va-vite depuis l'intérieur de la camionnette du syndicat avec un téléphone portable. Malgré la preuve vidéo fournie, il y a un blanc-seing total qui est donné à la brigade anticriminalité avec une méthode d'interpellation extrêmement violente et tout ça, ça n'a pas été suffisamment pris en compte par la juridiction, donc c'est quelque chose de plutôt décevant. À partir du moment où c'est au débat, il n'y a pas de difficulté pour qu'elle l'utilise, mais j'attends de voir quelle interprétation a fait de la vidéo le tribunal parce que je suis surpris de ce résultat. Et pourtant, selon la CGT, ces vidéos tournées dans le feu de l'action restent un moyen de défense efficace. Nous, notre seule défense aujourd'hui, c'est de pouvoir filmer pour prouver les faits. Voilà, ça n'a pas suffi aujourd'hui a priori, mais on va continuer à filmer à chaque fois toutes les exactions qu'on considère nous comme des forces de police. Et le syndicat indique que des plaintes seront déposées par des militants contre les forces de l'ordre, avec des vidéos à l'appui. En apparence, calme, en apparence seulement, car c'est un personnel sous tension qui s'est invité ce vendredi matin au conseil de surveillance de l'hôpital de Saint-Nazaire. Une tension due au manque de médecins, une véritable hémorragie, disent-ils, depuis des mois dans les services de radiologie et de cardiologie. Ils ne sont plus que 2 médecins cardiologues et un intérimaire actuellement. Quel gâchis! 2 médecins titulaires en cardiologie, il devrait être au moins 5 d'après la CGT. La direction confirme une situation très difficile, annonce des recrutements le mois prochain et appelle à la patience. Nous gérons cette situation depuis le départ parce que nous savons que les recrutements vont arriver. C'est 3 recrutements de début d'année et nous avons également, ça m'a été confirmé hier par le CHU, des perspectives de recrutement d'assistants spécialistes pour 2018. Même problème en radiologie où le personnel est en sous-effectif pour assurer les gardes. À la cité sanitaire, le malaise est global. Les membres du conseil de surveillance le reconnaissent volontiers. On parle de la radiologie, mais il y a 3 mois, 4 mois, on parlait d'autres services. Dans l'hôpital public, non pas de Saint-Nazaire, mais de ce pays, le droit du travail n'est plus respecté. Les échanges ont duré 1 heure, échanges auxquels le représentant de l'agence régionale de santé n'a pas souhaité participer. Un dialogue de sourds, selon certains. On a besoin de retrouver un dialogue et une confiance avec l'administration. Mais ça va dans les 2 sens. Je veux dire, il faut que ça vienne des 2 côtés. Voilà. Mais il faut juste qu'on soit entendu et qu'on ait des choses concrètes. Le personnel attend désormais les recrutements promis et surtout l'arrivée du nouveau directeur nommé début novembre. Il devrait prendre ses fonctions le 15 janvier.